Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles et présents à nos conférences du jeudi qui, pour le premier cycle de rentrée, je vous le rappelle, s'intéresse au bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Donc, dans ce cadre-là, nous allons avoir le plaisir de vous présenter plusieurs conférences. Alors, juste une information d'importance à propos de conférences à venir. Malheureusement, pour des raisons qui ne sont pas issues de notre part, mais de notre intervenant pour des raisons, je crois, familiales, nous ne pouvons pas tenir la conférence de jeudi prochain. Donc, ne la notez pas sur vos agendas, elle est annulée. Donc, il faudra attendre la semaine suivante avec Hervé Tiss qui vous parlera de cuisine moléculaire. Vous allez voir, c'est super intéressant. Venez nombreux. Voilà. Donc, ensuite, dernière information avant de passer au sujet du jour. Vous savez qu'à partir de demain, vous aurez la fête de la science comme chaque année. Donc ne manquez pas de rendre visible à tous nos collègues, à tous nos laboratoires qui sont mobilisés pour cette belle fête de la science et de la recherche au Palais universitaire et sur d'autres sites. Vous trouverez toutes les informations. Vous avez une petite affiche en sortie de salle. Et enfin, pour terminer toutes ces informations pratiques, vous avez remarqué que nous avions un partenariat avec la librairie Ehrengart qui vous propose des livres en lien avec nos intervenants. Alors justement, venons au sujet du jour, Pasteur et l'Alsace. Et oui, Pasteur et l'Alsace, c'est une histoire d'amour, au sens propre d'ailleurs, avec mariage à Strasbourg, mais également dans ses recherches, puisque vous entendez parler par exemple du tartre du vin qui se trouvait à Thann et que Pasteur a bien mis au goût du jour avec plein d'études sur le sujet. On ne rentrera pas dans les détails en introduction. Et puis, sans oublier ce grand moment, le mois de juillet 1885, où Pasteur va venir aider le jeune Joseph issu de Stège pour le vacciner pour la première fois avec ce vaccin très important contre la rage. Donc une belle histoire entre Pasteur et l'Alsace que vont nous conter nos deux invités du jour, que nous avons grand plaisir à accueillir ici à Strasbourg, d'autant qu'anciennement il y avait une partie de l'université qui s'appelait l'université Louis Pasteur, et nos intervenants connaissent très bien Pasteur, à commencer par Maxime Schwartz, qui fut pendant plusieurs années directeur général de l'Institut Pasteur, qui fut biologiste moléculaire, qui est membre correspondant de l'Académie des sciences et qui a côtoyé de grands noms. On parlera notamment de Jacques Monod ou de François Jacob, qui sont des noms que vous connaissez tous. Et puis à ses côtés, notre invitée Annick Perrault, qui est conservatrice honoraire du musée Pasteur, qui a donc été conservatrice à part entière jusqu'en les années 2010 et qui a côtoyé aussi notre invité. Et ensemble, ils ont décidé de nous conter la belle aventure Pasteur sous toutes ses formes. Et ce soir, on va vous raconter donc Pasteur et l'Alsace. Je leur laisse la parole. Bonne conférence. Alors, pour des raisons pratiques, en fin de conférence, il y a encore des livres à vendre tout en haut. Par contre, pour des signatures éventuelles, vous descendez ici au centre de l'amphi pour faire signer à nos invités. Voilà, bonne conférence à toutes et à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, effectivement, nous sommes en 2022 et nous célébrons cette année le bicentenaire de la naissance de Pasteur. Il y a un siècle, alors comme certains d'entre vous ont pu le voir sur le petit film qui a été présenté, eh bien, le centenaire était célébré avec faste. Car en mai 1923, après les fêtes de Paris, le train présidentiel entraînait le président M. Millerand vers la Franche-Comté, terre de Louis Pasteur, puis achevait son long périple sur la terre d'Alsace. Et il est terminé là, comme une apothéose, les célébrations du centenaire. Le cortège avait quitté Besançon le 23 mai, s'était arrêté à Altkirch, à Thann, à Mulhouse, à Colmar. Toutes étaient pavoisées, accueillies partout par des ovations.
Il était arrivé le 29 mai à 18h pile à Strasbourg. Et là encore, il y avait une foule considérable, des ovations, des rues pavoisées. Les manifestations s'enchaînaient avec des danses, des chants, des cérémonies, des banquets, et puis autant de discours qui étaient en général extrêmement longs. Il y avait un gala à l'opéra où des conférences, où des comédiens de la Comédie Française déclamaient Corneille, dont une certaine Madeleine Renaud. Et là, on va inaugurer le monument Pasteur, place de l'Université, en présence de centaines de professeurs des universités, de France, de l'étranger. On inaugure le musée Pasteur en présence de la famille, et c'est malheureusement un musée qui sera détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les manifestations vont s'achever par une retraite au flambeau, place de Breuil, où 50 000 personnes enthousiastes défilent. Voyez-le. Ces manifestations extraordinaires. Et c'est aussi dire qu'entre Pasteur et l'Alsace, eh bien, les liens sont très forts. C'est que, comme nous allons le voir, la carrière de Pasteur fut liée à l'Alsace du début à la fin, et que sa vie privée y fut aussi étroitement liée. Et c'est à Strasbourg que se rattachent les souvenirs certainement parmi les plus heureux de sa vie. Ce sont ceux des premières années de son professorat d'abord, de son mariage, de la naissance de ses 3 premiers enfants, et puis bien d'autres choses encore, puisque c'est en effet à Strasbourg que va débuter sa carrière dans l'enseignement supérieur, à la faculté des sciences, dans un bâtiment devenu aujourd'hui un lycée. Alors il dit, à ce moment-là, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais à Strasbourg. Il y va vraiment enthousiaste. Donc il est nommé professeur suppléant de chimie. Il va y arriver le 25 janvier 1849. Il va y rester 5 ans. Alors là, il fait une visite de courtoisie, comme il était de tradition, auprès du recteur Aristide Laurent. Cette visite va vraiment bouleverser sa vie. Car l'accueil chez les Laurent est plutôt très sympathique. Ils ont l'habitude de recevoir les jeunes professeurs. Et puis surtout, la maisonnée compte 3 jeunes filles charmantes, dont l'une, Marie, attire particulièrement l'attention de Louis. Tellement particulièrement d'ailleurs qu'il va faire sa demande en mariage 15 jours après sa première rencontre. Un homme pressé. Et voilà sa demande en mariage, une demande d'une haute gravité pour moi et votre famille vous sera faite sous peu de jours, et je crois de mon devoir de vous adresser les renseignements suivants qui pourront servir à décider votre acceptation ou votre refus. Alors suivent plusieurs informations sur sa famille et son absence de fortune. Tout ce que je possède, écrit-il, c'est une bonne santé, un bon cœur et ma position dans l'université. Puis il précise, je suis sorti il y a 2 ans de l'école normale, agrégé pour les sciences physiques, je suis docteur depuis 18 mois et j'ai présenté à l'Académie des sciences quelques travaux qui ont été bien accueillis, le dernier surtout. Un rapport très favorable que j'ai l'honneur de vous remettre en même temps que cette lettre a été faite sur ce travail. Il va exposer ensuite ses travaux, ses projets d'avenir, et il conclut « Mon père viendra lui-même à Strasbourg faire cette demande en mariage. Personne ici ne connaît ma démarche, et je suis assuré, monsieur, que si vous me refusez, sans rien perdre de votre estime, ce refus ne sera connu de personne. » Il se méfie, hein. Mais enfin, c'est quand même aussi, je vous l'ai dit, un homme pressé. Alors on peut se demander, cette impétueuse demande en mariage, elle suscite quand même quelques questions. Hein. Est-ce que c'est vraiment le coup de foudre ou bien un mariage d'intérêt? Parce que la fille du recteur, évidemment, avec sa position, peut lui procurer des appuis et des relations. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Pasteur a le cœur chaviré par Marie. D'ailleurs, il n'en revient pas lui-même. Et le 1er mars, il avoue à son ami Chapuis, son grand confident de l'école normale, « Quelles idées vous viennent en province? Voilà que je pense à me marier. Moi qui voulais attendre mes 30 ans. » Il en a alors 27. Et un mois plus tard, toujours à Chapuis,
il va confier « J'épouse mademoiselle Marie Laurent. Je crois que je serai très heureux. Toutes les qualités que je pouvais désirer pour une femme, je les trouve en elle. Il est amoureux, diras-tu. » Eh bien oui, Pasteur est amoureux, tout simplement. Il aime Marie, et Marie l'aime. Et en cette période si courte, tout semble se sceller entre Louis et Marie, et l'entente, on le verra, sera parfaite. Elle va régner entre les époux au cours de leur longue vie commune. On peut dire quand même que les choses ont été menées rondement, puisque le 29 mai 1849, le mariage est célébré par une claire matinée de printemps, comme le dit son gendre d'ailleurs, à l'église Sainte-Madeleine. Donc cette église plusieurs fois détruite et reconstruite depuis, et Madame Pasteur conservait une vue de l'intérieur de cette église dans sa chambre, que l'on voit toujours d'ailleurs au musée Pasteur à Paris. Alors une fois marié, eh bien, le couple s'installe 3 rue des Vaux, où une plaque rappelle encore son passage, et une école maternelle à son nom a été construite presque en face. Nous venons d'en faire un peu le pèlerinage, tous les 3. Dès lors, la vie sera rythmée par des travaux de recherche personnelle qu'il mène quand il ne prépare pas aussi ses cours. Et Marie est toujours à ses côtés, elle se tient toujours auprès de Louis, prête à partager, à le soutenir, à le consoler. Pasteur a écrit « La femme fait le mari. Tout ménage qui progresse est servi par une femme de cœur et d'énergie. » À méditer. Comme l'a si bien évoqué avec esprit une amie, Agnès Descamps, dans la biographie qu'elle lui a consacrée, Marie sera à la fois sa secrétaire, elle va assurer la surveillance des finances, sera un petit peu son mentor, enfin son ministre des Finances en fait, coach et conseillère en communication aussi, et comme il est inscrit aussi sur son tombeau, elle sera la compagne des choses humaines et divines. Le 2 avril 1850 naît Jeanne, un charmant bébé qui pour certains ressemble à Marie, et pour d'autres, c'est le portrait craché de son père, comme toujours dans les familles. 1 an et demi plus tard, en 1851, donc, Pasteur annonce à son père que sa chère Marie lui a donné, à son grand plaisir, un fils. Et donc c'est, voilà, Jean-Baptiste, dit aussi Batitis ou Batitime, on aime beaucoup les petits surnoms chez les pasteurs, qui va prendre le prénom de son illustre parrain, Jean-Baptiste Biot. En octobre 1853, alors qu'ils achèvent de s'installer dans une belle maison avec jardin rue des Couples, naît une deuxième fille, Cécile. Alors comment se comporte, puisqu'on est dans l'intimité de Pasteur, comment se comporte Pasteur en père ? Bien, ce travailleur farouche que les recherches mobilisent intensément, ce n'est pas seulement ce travailleur-là. Marie l'assure, c'est un père attentif, patient, tout en travaillant beaucoup, dit-elle, il trouve encore moyen de consacrer chaque jour un instant à bercer son nouveau-né et à prendre soin de sa fille. Enfin, il ne va pas trop s'attarder non plus à bercer quand même ses enfants, mais c'est quand même, on peut dire, c'est un père modèle et moderne, ou les deux. Malheureusement, il va perdre trois enfants. Des 3 enfants nés à Strasbourg, seul Jean-Baptiste parviendra à l'âge adulte, et les 2 filles, Jeanne et Cécile, seront ultérieurement, hélas, terrassées par la typhoïde. Donc voilà pour la partie intime et familiale, et maintenant nous allons en venir à son activité scientifique quand il était à Strasbourg. Dès son arrivée à Strasbourg, il est très satisfait, il s'y plaît beaucoup, et il dit que c'est pour lui une ville de beaucoup de ressources pour la chimie à cause des industries qui sont en Alsace. Et il s'est empressé de poursuivre ses travaux de cristallographie qu'il avait déjà entamés à l'école normale. Exemple, une feuille de cahier sur ce sujet. En effet, il avait été pris de passion pour la cristallographie.
et il en avait fait le sujet de ses 2 thèses de chimie et de physique. Ses composés de prédilection étaient l'acide tartrique et ses sels, les tartrates, qui sont présents dans les tartres qui se déposent au fond des cuves où se produit la fermentation alcoolique lorsque le jus de raisin se transforme en vin. Cet acide tartrique avait plusieurs utilisations industrielles, notamment pour la fixation des colorants sur les étoffes. Or, il s'était trouvé qu'en 1844, l'Allemand Eilhard Mitscherlich avait découvert qu'un acide tartrique provenant d'un industriel, qui les utilisait que pour fixer les colorants, avait des propriétés optiques particulières qui le différenciaient de l'acide tartrique classique qu'on trouvait dans les tonneaux. Alors que l'acide tartrique classique en solution faisait tourner le plan de polarisation de la lumière vers la droite, cet acide tartrique particulier, qu'on a appelé acide racémique ou acide paratartrique, était sans effet sur cette lumière. Comment pouvait-il se faire que 2 composés ayant formé des mêmes atomes liés par les mêmes liaisons avaient des effets différents sur la lumière polarisée? Eh bien, en 1848, Pasteur, c'était juste après avoir terminé son passage comme élève à l'école normale, il travaillait à l'école normale dans un laboratoire. En 1848, Pasteur montra que cet acide racémique ou paratartrique était en fait un mélange de 2 sortes d'acide tartrique dont les solutions faisaient tourner le plan de la lumière polarisée de manière opposée, l'un à droite, l'autre à gauche. Alors il a pu séparer dans le mélange les cristaux des 2 types d'acide tartrique, et vous voyez une représentation ici des cristaux de ces 2 types. Vous voyez, si vous voyez dans le schéma du bas, c'est particulièrement visible. Vous voyez que ces cristaux ne sont pas symétriques, ils sont asymétriques à cause de la petite facette qui est en rouge, et ils ne sont pas superposables, ils sont comme l'image l'un de l'autre dans un miroir. Et il a été capable de séparer les cristaux des 2 types, et quand il mettait un type de cristaux en solution, un type de cristal en solution, la lumière polarisée était déviée vers la droite, comme l'acide tartrique naturel, et l'autre le déviait le plan vers la gauche. Et comme ces 2 espèces d'acide tartrique étaient en quantité égale dans le paratartrique, eh bien les 2 effets sur la lumière polarisée s'annulaient, il n'y avait pas donc de changement, pas de déviation du plan de polarisation. Alors, on se retrouvait malgré tout avec 2 espèces d'acide tartrique, celui qui tourne vers la gauche et celui qui tourne vers la droite, c'est correspondent à ces 2 cristaux. Et alors, il a une intuition géniale à l'époque, c'était que les molécules constituant ces 2 types d'acide tartrique devaient, comme les cristaux, être asymétriques et comme l'image l'une de l'autre dans un miroir. Et pour que vous le compreniez bien, je vais vous montrer des modèles modernes, ce n'est pas Pasteur qui a fait ça, qui vous montre les molécules des 2 espèces d'acide tartrique. Alors, bon, ce que vous avez, les ronds qui sont en vert ou en bleu, c'est des atomes de carbone. En rouge, ce sont des atomes d'oxygène. Et en gris, ce sont des atomes d'hydrogène. Eh bien, si vous regardez ces 2 molécules, vous voyez qu'elles ne sont pas symétriques et que si vous essayez par la pensée de les superposer, vous ne pouvez pas. Elles sont comme nos 2 mains, elles sont comme l'image l'une de l'autre dans un miroir. Alors cette conclusion, en fait, dépassait de beaucoup les tartrates, parce que pour la première fois, on en venait à considérer les molécules comme des objets à 3 dimensions, comme vous les voyez représentés ici, et non pas comme des sacs d'atomes qu'on avait tendance à les considérer jusqu'à ce moment-là. Et c'était la naissance de ce qu'on a appelé la stéréochimie, qui donc considère les molécules comme des objets à 3 dimensions. Ça n'a l'air de rien, mais toute la biologie moderne, la biologie moléculaire, elle tente d'expliquer les phénomènes biologiques par des interactions entre des molécules. Par exemple, l'enzyme avec son substrat, un virus avec la surface d'une cellule, etc. Et ces interactions entre molécules, elles sont basées sur leur forme, de telle sorte qu'elles puissent s'adapter l'une à l'autre. Donc la forme des molécules, c'est quelque chose de fondamental dans la biologie moderne, et c'est Pasteur qui, le premier, a mis en évidence qu'il fallait penser aux molécules comme des objets à 3 dimensions. Alors ces travaux avaient rendu d'emblée Pasteur célèbre dans le milieu sélect des chimistes. Et lors de son arrivée à Strasbourg, il n'eut alors de cesse que de continuer ses travaux sur ce fameux acide paratartrique, et il voulait essayer de comprendre quelle a été sa formation, puisque l'acide tartrique naturel
c'est celui qui fait tourner le plan de polarisation vers la droite, comment on faisait pour avoir ce mélange des deux acides tartriques. Alors, cet acide qui avait été étudié par Mitscherlich, qui avait donc trouvé que l'acide paratartrique n'avait pas d'effet sur les lumières polarisées, eh bien, il provenait de Thann, à une centaine de kilomètres de Strasbourg, dans une usine, l'usine Kestner, que vous voyez représentée ici, un dessin de l'époque, une usine qui était spécialisée dans la préparation de produits qui étaient utiles pour l'industrie, mulhousienne, pour l'industrie des tissus de Mulhouse. Alors, ce précieux acide tartrique, sur lequel avait travaillé d'abord Mitscherlich puis Pasteur, avait été produit en 1820 sans que l'industriel sache pourquoi ni comment, et par la suite, eh bien, il n'est plus jamais arrivé à en obtenir. Alors, il en avait un stock, il en a donné 3 kilos à Pasteur, qui en remerciement lui adressera son premier mémoire sur l'acide tartrique. Et les contacts qui ont ainsi été établis entre Pasteur et Charles Kestner se poursuivront par des échanges épistolaires. Pasteur ira à Thann et Kestner va donner une communication à l'Académie des sciences qui était intitulée Nouveaux faits relatifs à l'histoire de l'acide racémique et qui sera lu par Jean-Baptiste Biot, le grand chimiste, qui était un peu le maître de Pasteur, dans une séance à l'Académie des sciences du 3 janvier 1853. J'ouvre une toute petite parenthèse sur ce Charles Kestner de Thann, parce que c'était quand même quelqu'un d'intéressant. Voici à quoi il ressemblait. C'est un personnage qui s'est distingué par ses prises de position et sa politique sociale au sein même de son entreprise. On dirait que c'était un homme de gauche. En effet, il avait mis au point une participation aux bénéfices de l'entreprise sous forme de primes annuelles proportionnelles à l'ancienneté, des prêts sans intérêt en vue d'acquisition immobilière, pensions de retraite et de secours sans prélèvement sur le salaire, gestion d'une caisse d'épargne, création d'une cité ouvrière, mise en place d'une coopérative. Vous voyez, un ensemble de mesures très sociales. Et il était républicain, il a siégé à l'Assemblée nationale constituante en 1848, il s'est opposé au coup d'État du 2 décembre 1851 de Napoléon III, et il s'est opposé à la politique de Napoléon III. Donc ses idées étaient en fait à l'opposé de celles de Pasteur, qui lui était très conservateur et avait la fibre napoléonienne, déjà parce que son père avait servi sous Napoléon. Donc j'en reviens aux travaux de Pasteur. Il recherche donc quelles circonstances fortuites a pu donner à la création de cet acide racémique ou paratartrique. Et il demande à Kestner d'essayer vraiment de obtenir à nouveau du paratartrique. Il lui donne des idées d'expérience. Il est assez péremptoire. Kestner essaye, mais n'arrive absolument pas à refabriquer de l'acide paratartrique. Et tout à coup, Pasteur apprend que le mystérieux acide est réapparu ailleurs, en Allemagne. Et en septembre 1852, il entame alors une course folle en Allemagne dans sa quête obsessionnelle de l'acide. Il va à Leipzig, Dresde, Freiburg, Vienne et Prague, et il revient bredouille. Mais s'il ne l'a pas trouvé au fond de l'Europe, au retour, Pasteur finit par obtenir lui-même ce fameux acide paratartrique en chauffant le tartrate naturel droit dans des conditions particulières, et il obtient ce qu'on appelle une isomérisation, c'est-à-dire qu'on va avoir en quantité égale le droit et le gauche. Donc il est arrivé, victoire, à refabriquer lui-même de l'acide paratartrique. Alors au cours de ses études, Pasteur parvient à une constatation fort importante. Tous les produits qui proviennent d'organismes vivants sont actifs sur la lumière polarisée, comme le tartrate, et donc, selon lui, sont formés de molécules dissymétriques. Alors que, par contre, les produits d'origine minérale sont inactifs. Il en déduit que l'asymétrie, ou la dissymétrie, comme il disait, est une marque de la vie. Et alors, il s'est dit, est-ce qu'on pourrait synthétiser des molécules dissymétriques, comme le tartrate? Et il laisse partir son imagination sur des recherches en se disant, si
les molécules de la vie sont dissymétriques, ça doit être dû à des effets cosmiques. Et donc, pour imiter la nature, il va essayer de mettre en jeu des forces dissymétriques pendant la synthèse de produits chimiques. Ça paraît un peu fou. Il va utiliser des solénoïdes, du magnétisme, de la lumière polarisée elliptique, toute une série de choses compliquées. Et d'ailleurs, il avait conscience que c'était un petit peu fou. Il écrit à son père, « Il faut être un peu fou pour entreprendre ce que j'ai entrepris ». Et d'ailleurs, son maître bio lui déconseille de poursuivre dans cette voie. Quant à Marie, elle ironise sur ses expériences en disant « Ces expériences doivent nous donner, si elles réussissent, un Newton ou un Galilée ». Bon, elle avait quand même peu d'espoir que ça soit le cas. Enfin, finalement, il a quand même été pasteur, ce qui n'a pas été si mal, mais pas pour cette raison. Donc ces tentatives, un peu farfelues, il faut le dire, n'aboutirent à rien. Et de fait, je peux vous signaler que la synthèse de molécules asymétriques n'a été réalisée par des réactions chimiques complexes qu'à la fin du XXe siècle et a été récompensée par un prix Nobel en 2001. Vous voyez, c'était un peu trop tôt pour Pasteur. Quoi qu'il en soit, c'est avec cette idée préconçue que l'asymétrie, c'est la marque de la vie, que Pasteur va bientôt aborder l'étude des fermentations à Lille, où il est nommé en septembre 1854 professeur et doyen de la faculté des sciences. Mais c'est une autre histoire que nous n'aborderons pas aujourd'hui, puisque ça concerne Lille et pas l'Alsace. Alors quand Pasteur sillonne l'Allemagne, précisément en 1852, dans la quête de son fameux Graal, l'acide racémique, il se dit très surpris de voir combien mes recherches, je le cite, ces recherches sont connues en Allemagne. Grâce à elles, j'ai été reçu de la manière la plus cordiale et la plus distinguée, et je me suis procuré ainsi pour l'avenir des relations très agréables et fort utiles. Et il ajoute « J'ai le désir plus vif que jamais de connaître l'allemand ». Malheureusement, la guerre franco-prussienne de 1870 allait bien changer cette façon de voir. Nous allons sauter quelques années. Pasteur est nommé à l'École normale supérieure depuis 1857, où il accomplit nombre de recherches et de découvertes. Et depuis 1865, il étudie les maladies des vers à soie. Or, les premiers jours de juillet 1870, oui, on a fait un bond, Pasteur, qui vient de séjourner 7 mois dans un domaine impérial près de Trieste, où il se pratique précisément la sériciculture, eh bien, il revient, il fait une halte à Strasbourg, où il s'inquiète pour sa famille de l'évolution de l'épidémie de variole à Paris, de la validité des vaccinations contre la variole, bien sûr, de sa fille et des nouvelles peu rassurantes venant de Paris. Les bruits de bottes se font sentir. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse, un piège tendu par Bismarck à Napoléon III. Malgré les assurances de l'état-major français, nous sommes prêts, archi prêts, il ne nous manquera pas un seul bouton de guêtre. Eh bien, les illusions françaises partent rapidement en fumée et une vingtaine de jours vont suffire. L'annonce des premiers revers laisse la population abasourdie. L'empereur, malade, se porte au secours de Metz assiégée et se retrouve lui-même encerclé à Sedan. On connaît la suite. Après 3 jours de combats acharnés, de résistance de la dernière chance, le désastre est consommé. Le 2 septembre, Napoléon III capitule. Le 3, désormais prisonnier, il quitte définitivement la France pour être interné en Prusse. Et le 4, Léon Gambetta annonce sa déchéance. Donc l'Empire est à terre, la Troisième République est proclamée et la guerre continue. Sitôt la nouvelle de la capitulation de Sedan et celle de l'abdication de l'empereur, Pasteur est, dit-il, brisé par la douleur. Il quitte Paris pour Arbois. Maxime vous a rappelé qu'il était profondément napoléonien. Et c'est là, à Arbois, qu'il apprend la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Alors c'est une nouvelle qui l'afflige profondément, totalement. Donc le désastre est consommé. Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, confirme le traité préliminaire de paix, conclu à Versailles le 26 février précédent par Bismarck et Thiers. Donc il va mettre fin à cette guerre qui a fait un total de près de 185 000 morts, 233 000 blessés.
le tribut de la France est lourd, qui cède l'Alsace-Lorraine et doit verser en 3 ans une indemnité de 5 milliards de francs or. Après cette guerre, Pasteur, qui fut germanophile dans sa jeunesse, entre-temps d'ailleurs il a renvoyé à la Prusse, à Bonn, son docteur honoris causa. Donc je disais qu'il était profondément germanophile, mais il est devenu, après cette guerre, profondément nationaliste. Il va haïr les Allemands jusqu'à la fin de ses jours. Et cela va nourrir son agressivité dans les relations qu'il entretiendra avec son futur rival, Robert Koch. Une autre histoire. En 1871, pendant les événements de la Commune, Pasteur se réfugie chez son élève Duclos, à Clermont-Ferrand. Il est profondément humilié par cette défaite française. Il souhaite contribuer au relèvement de la patrie. Et comment il s'y prend? Eh bien, il va s'intéresser à la bière, dont la fabrication de laquelle l'Allemagne a une supériorité incontestable. Et cette fabrication exige un ferment, celui-ci provenant en général d'Allemagne ou de cette Alsace devenue allemande. Eh bien, l'objectif de Pasteur est de produire ce ferment en France et de produire une bière supérieure à la bière des Allemands, sans dépendre de leur expertise. Et il va l'appeler la bière de la revanche. Il va même déposer un brevet qui s'appelle bière de la revanche. Donc Pasteur ne se remettra jamais de la perte de l'Alsace et de la Lorraine, et c'est un ressentiment d'ailleurs qui était unanimement partagé par ses compatriotes. Aussi dans son appartement, on retrouve un véritable mémorial de cette défaite de 70. D'ailleurs, dans toute la France va se déployer une statuaire glorifiant les héros vaincus. Ce sont les premiers exemples de ces monuments aux morts pour la patrie qui va se déployer après la Première Guerre mondiale. Et on retrouve donc exposées des réductions des sculptures les plus emblématiques qui se répandaient alors. Alors il les achète ou bien il les reçoit en hommage, mais elles peuplent vraiment son appartement. Par exemple, ici vous voyez le « Quand même » d'Antonin Mercier. C'est un titre qui reprend le cri de ralliement des patriotes qui voulaient quand même récupérer l'Alsace et la Lorraine. Donc c'est une femme en costume alsacien qui soutient un soldat blessé, prêt à succomber. Et le groupe donc rend hommage à la résistance de la ville de Belfort. Dans son bureau, je n'en cite que quelques-uns, une gravure qui reproduit la célèbre toile de Jean-Jacques Henner, l'Alsace, elle attend, qui était une commande d'épouse d'industriels de Thann, précisément, faite à l'initiative de Madame Ketzner, l'épouse de Charles, qu'on a vu tout à l'heure, et qui devint rapidement emblématique de la province arrachée à la France. C'est une femme en deuil, grave, en costume d'Alsacien, et Jean-Jacques Henner, qui est né aussi en Alsace, à Bernviller, un peintre aussi très attaché à sa terre natale. Il va obtenir le prix de Rome en 1858, et il restera très lié à Pasteur. Il a d'ailleurs peint un portrait de lui, de Pasteur, et de sa fille Marie-Louise, que l'on retrouve aussi au musée Pasteur. À toi. Quand Pasteur était passé à Strasbourg en 1870, juste avant le démarrage de la guerre 70, il ne se doutait pas qu'il ne reverrait plus ni la ville ni l'Alsace. Mais l'Alsace allait venir à lui. Depuis 1880, Pasteur effectuait des recherches sur la rage. On le voit ici en train de prélever de la bave de chiens enragés. À ce moment-là, en 1880, il venait d'obtenir un vaccin contre le choléra des poules qui faisait appel à une forme atténuée de la bactérie donnant cette maladie. Et il avait montré que l'inoculation de cette bactérie atténuée protégeait ensuite contre la bactérie virulente. Et il était en bonne voie pour l'obtention d'un vaccin similaire contre le charbon, une maladie qui dévastait les troupeaux d'ovins et de bovins. Eh bien, il espérait en faire autant pour la rage, une maladie qui attaquait évidemment les animaux et notamment les chiens, mais que les humains pouvaient également contracter s'ils étaient mordus par un animal enragé, auquel cas ils mouraient dans des conditions atroces.
Même si elle était peu répandue en France et en Europe, la rage avait toujours fasciné l'imagination populaire. Elle était la quintessence de l'effroi et du mystère. Pour Pasteur, vaincre la rage, c'était assurer la victoire définitive de ses théories sur la vaccination par un microbe atténué. Mais dans ce cas, le problème apparut d'emblée très difficile. Le microbe de la rage était invisible au microscope optique qu'avait Pasteur et ne pouvait être multiplié sur aucun milieu de culture, contrairement à ce qui s'était passé avec le choléra des poules et le charbon. Et pourquoi cela? Eh bien, on sait maintenant que le microbe de la rage n'est pas une bactérie, comme c'était le cas avant, mais un virus. Or, un virus est beaucoup plus petit qu'une bactérie. Il faut un microscope électronique pour le voir, ce qui n'a été fait qu'en 1963. Et d'autre part, un virus ne peut pas se cultiver tout seul, être cultivé tout seul dans un milieu de culture, il se développe à l'intérieur de cellules. Eh bien pourtant, Pasteur est arrivé à cultiver, entre guillemets, ce virus par transfert d'animal en animal. Au départ, c'était parti d'un chien enragé, la salive de chien enragé qui a été inoculée en fait dans le système nerveux, parce qu'il savait à l'époque que le virus se développait dans le système nerveux, donc dans le système nerveux d'un lapin, parce que c'était beaucoup plus facile de manipuler des lapins que des chiens, beaucoup moins dangereux, et il transférait ainsi, la rage à un lapin qui mourait de rage. On prenait à ce moment-là la moelle épinière de ce lapin, on injectait un peu de cette moelle épinière chez un autre lapin, etc. Donc on maintenait la rage par transfert de lapin en lapin. Donc c'est une façon, si on veut, de cultiver le virus d'animal en animal. Et il utilisait à la fin la moelle épinière d'un lapin enragé comme source de virus. Alors après, il fallait atténuer le virus. Eh bien pour ce faire, il a décidé de faire sécher les moelles épinières dans un milieu stérile. Voilà le type de flacon, et vous voyez une moelle épinière suspendue. Alors il faisait circuler un air stérile à travers ce flacon. Et ce qu'il constatait, c'est qu'au bout de 15 jours, eh bien, cette moelle épinière, s'il injectait un animal, un lapin ou un chien, eh bien, ça ne transmettait pas la rage. Donc il pensait dans un premier temps avoir atténué le virus qui était dans la moelle. En fait, la suite devait lui montrer que pendant le séchage de la moelle, ce n'était pas une atténuation du virus qu'il avait, mais une destruction du virus. Et donc plus on attendait, plus le virus était détruit. C'est rarement commenté ce point-là, or il est absolument fondamental parce que ça a ouvert la voie à toute une catégorie de vaccins qui ne sont plus des microbes atténués, mais qui sont des microbes tués. Par exemple, le vaccin contre la grippe, c'est du virus de la grippe tué, soit par la chaleur ou par un produit chimique. Et par la suite, d'ailleurs, on a même été plus loin et on a vacciné avec des molécules provenant des organismes infectieux. Donc, c'est un aspect qu'on commente rarement de la vaccination contre la rage et était très important. Alors, la façon dont il s'y prenait, dans les années 84-85, sur les chiens, c'est qu'il inoculait jour après jour des moelles de moins en moins atténuées. C'est-à-dire qu'il commençait par injecter une émulsion de moelle qui était restée pendant 15 jours, donc qui était totalement atténuée, et puis après une moelle de 14 jours, etc. Et la dernière injection faite aux chiens, c'était une moelle de la veille qui était parfaitement virulente. Et les chiens n'attrapaient pas la rage, qui prouvait bien qu'ils avaient été vaccinés par les injections antérieures de moelles partiellement ou totalement atténuées. Donc, il avait des résultats très positifs avec les chiens, et il s'est donc rendu compte dans le cas des chiens qu'il suffisait de faire 15 jours d'inoculation pour avoir la protection. Or, quand un être humain est mordu par un chien enragé, il faut plusieurs semaines avant qu'il n'attrape la rage parce que le virus est arrivé dans le cerveau. Donc il s'est dit que si on faisait une injection de moelle atténuée très vite après la morsure, on pourrait peut-être prendre le virus de vitesse et avant qu'il n'arrive au cerveau. Donc il pense que ça doit pouvoir marcher. Et déjà à la fin de 1884, il imagine de se l'administrer lui-même, et à lui-même. Mais il hésite quand même, et même le 14 décembre,
un père lui écrit en lui disant que son fils a été mordu par un chien enragé, mais le pasteur n'ose pas faire la vaccination. Mais 6 mois plus tard, l'Alsace va venir à lui. Et c'était le 4 juillet, au matin, à 5 heures du matin, le petit Joseph Meister, qui était fils du boulanger de Stage, qui est proche de Villers, part pour aller chercher de la levure au village voisin de Maisongoutte, on disait Meissengott à ce moment-là, distant de 2 km environ. Alors vous avez ici, sur le côté gauche, vous avez Joseph Meister au moment où il a été mordu. Il se trouve que par la suite, il a été engagé par l'Institut Pasteur, et vous le voyez notamment au milieu, qui se recueille sur la tombe de Pasteur. Donc voilà Joseph Meister. Alors sur la route, ce Joseph Meister est donc attaqué par un chien. Il connaît bien ce chien, donc il ne se méfie pas a priori, mais voilà le chien qui l'attaque violemment et le mord profondément à 14 reprises. Ce chien, on verra par la suite, avait dans l'estomac de la paille et du bois, ce qui est une indication qu'il avait bien la rage. Les parents sont affolés, ils le conduisent chez le docteur Weber, qui le soigne comme il peut, mais qui dit qu'il ne peut pas assurer que le petit Joseph ne va pas avoir la rage. Et donc il conseille à ses parents d'aller à Paris voir un certain monsieur Louis Pasteur qui, à ce qu'on disait, faisait des travaux sur la rage. Et donc le 5 au matin, sans perdre de temps, le trio s'embarque, le trio c'est-à-dire Joseph Meister, sa mère, et puis le propriétaire du chien qui avait aussi été légèrement mordu. Donc le trio s'embarque dans un char à banc pour arriver 2 heures plus tard à la gare de Saint-Dié, puis à Nancy, et pour arriver à la gare de l'Est vers 23 heures. Alors inutile de dire que le périple était long et douloureux pour le petit Joseph. Ils passèrent la nuit chez le frère de Madame Pasteur, qui habitait à Paris, et dès le lendemain, ils partent à la recherche sur cette grande ville de ce monsieur Pasteur. Il n'avait aucune adresse. Ils font la tournée des pharmaciens, qui ne connaissent pas Pasteur. Ils sillonnent Paris, personne ne le connaît. Finalement, ils arrivent à l'Hôtel Dieu, qui les renvoie à l'hôpital Cochin, et là, enfin, on leur donne une adresse, le 45 rue d'Ulm, c'est l'adresse de l'école normale supérieure où travaillait Pasteur, et où ils arrivent vers 13 h, donc le 6 juillet. Et voilà Pasteur confronté à ce qu'il redoutait et espérait, procéder à une vaccination contre la rage sur l'homme. L'avis des médecins consultés, Grancher et Vulpian, lève les hésitations. Vu la gravité des morsures, il redoute une issue fatale pour le petit Joseph et il pense qu'il faut passer à l'acte. Le soir même, donc 60 heures après avoir été mordu, Joseph reçoit une première inoculation de moelle atténuée de 2 semaines. Le 16 juillet, Grancher achève la série de 13 inoculations par une émulsion virulente. Donc pendant tous ces jours-là, ça a été inoculation de moelle de moins en moins atténuée et à la fin, il injecte la moelle virulente. Aujourd'hui, il irait en prison, Pasteur, pour avoir fait une chose pareille. Parce que si ces vaccinations n'avaient pas marché, il donnait la rage au petit Joseph Meister. Bon, il n'a pas été en prison. Donc, tout se passe bien et sans trouble apparent, Joseph et sa mère regagnent Stage le 27 juillet. 3 mois plus tard, quand Pasteur est convaincu que sa vaccination a bien marché, il annonce à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine que Joseph Meister n'a pas eu la rage. La presse, quasi unanime, enthousiaste, célèbre le vainqueur de la rage et Pasteur va désormais mériter le titre de bienfaiteur de l'humanité. C'est la gloire. Pasteur triomphe. Mais les sentiments nationalistes ne sont jamais bien loin. C'est que Joseph Meister est alsacien et donc allemand depuis 1871. Le 22 août 1885, juste après cette première vaccination, et alors qu'il est déjà convaincu qu'elle a bien marché, il manifeste sa jubilation auprès du directeur de l'enseignement supérieur. Ça, c'est une vue de l'époque de la vaccination, Joseph Meister. Il dit « Je suis bien heureux que ce nouveau succès soit dû à la France et que le premier sujet humain chez lequel la rage aura été empêchée après morsure soit venu d'Alsace. » Les Allemands,
quelque peu vexés, ne sont pas les derniers à mettre en doute la validité du vaccin de Pasteur et lancent une enquête, en particulier pour s'assurer que le chien qui avait mordu le petit Joseph était bien enragé. Et le 27 novembre 1885, Pasteur va écrire à la fois au docteur Weber, mais je vais passer rapidement parce qu'il a écrit à peu près la même chose au petit Joseph Meister. Et voilà ce qu'il a écrit. « J'ai bien compris que les autorités allemandes ont fait au sujet de ton accident du 4 juillet, c'était le 5 en fait, enfin bon, une enquête très sérieuse. Je crois comprendre également qu'on aurait bien voulu trouver que le chien qui t'a mordu n'était pas enragé. Cela aurait pu jeter du doute sur la valeur des études qui m'ont conduit à oser sur toi, et pour la première fois depuis l'origine du monde, un traitement capable d'empêcher la rage de se produire. Il y a partout des envieux, et les savants allemands, quelques-uns surtout, ils pensent évidemment à Robert Koch, son rival, sont jaloux des savants français qui les devancent dans la recherche de la vérité. Les réticences allemandes vis-à-vis du vaccin de Pasteur devaient durer plusieurs années. Heureusement, les résultats accumulés durant les mois qui suivront, d'abord sur le jeune berger Jean-Baptiste Jupil, que vous voyez représenté en mosaïque, je vous dirai dans un instant où était cette mosaïque. Donc sur le jeune berger Jean-Baptiste Jupil, présenté comme un héros car il s'était fait mordre en défendant ses petits camarades contre un chien enragé, puis sur quelques centaines de personnes mordues, confirmeront l'efficacité de son vaccin. Quant au vaccin actuel, c'est un lointain dérivé de celui de Pasteur. Ce n'est plus de la moelle épinière séchée, c'est en fait du vaccin de la rage qu'on a cultivé et qu'on a tué. Après les vaccins contre le choléra des poules, le charbon des ovins et des bovins, le rouget du porc dont je ne vous ai pas parlé, et celui contre la rage applicable à l'homme, cela allait ouvrir la voie à tous les vaccins en usage aujourd'hui. Le 1er mars 1886, devant l'Académie des sciences, Pasteur proclame « La prophylaxie de la rage après morsure est fondée. Il y a lieu de créer un établissement vaccinal contre la rage. » Et sur l'instant, dans l'enthousiasme, l'Académie lance une souscription internationale en vue de la création de ce qui sera l'Institut Pasteur. Le journal d'Alsace prit la tête de ce mouvement. Il dit « L'Alsace se souviendra que c'est un pauvre petit Alsacien, au jeune Meister de Val-de-Villers, que Pasteur a appliqué en premier lieu sa découverte pour le sauver de la mort. » Un an plus tard, les fonds recueillis dépassent toutes les espérances. Ils dépassent 2 millions de francs or. Et au milieu des terrains maraîchers, dans le quartier de Vaugirard, bientôt s'élèvent des bâtiments où l'œuvre pasteurienne sera poursuivie. Car dans l'esprit de ses fondateurs, l'Institut Pasteur ne sera pas seulement pour la prophylaxie de la rage. Les laboratoires, ces temples de l'avenir, comme les appelait Pasteur, que l'on a voulu les plus modernes du temps, seront consacrés à la recherche scientifique, au perfectionnement et à l'enseignement de cette nouvelle discipline, la microbiologie, qui a été créée par Pasteur. L'Institut Pasteur sera inauguré le 14 novembre 1888. Cet institut, qui devait accueillir comme gardien, quelques années plus tard, Meister, que vous avez vu déjà tout à l'heure sur la tombe de son maître, et Jupil. Tous les deux ont été gardiens à l'Institut Pasteur. Et c'étaient les premiers vaccinés contre la rage. Pasteur, vaincu du temps, comme il l'a dit, affaibli par plusieurs AVC successifs, dont le premier en 1868 à l'âge de 46 ans, on n'a souvent pas conscience que ces grandes découvertes sur la rage, etc., il les a faites alors qu'il était à moitié paralysé. Il va nous quitter le 28 septembre 1895. La haine des Allemands poursuivra Pasteur jusqu'à sa mort. En témoigne cette caricature, publiée 4 mois avant son décès, alors qu'il venait de refuser la déclaration de l'ordre du mérite de Prusse. Vous voyez écrit en bas, l'élève demande à Pasteur « Que faites-vous, maître ?» Et Pasteur répond « Je me vaccine contre les ordres prussiens. » À la demande de sa famille,
Alors que le gouvernement souhaitait qu'il soit inhumé au Panthéon, il repose dans une magnifique crypte néo-byzantine dans son institut. Donc voilà cette crypte tout à fait extraordinaire. Et c'est dans une partie du plafond de cette crypte qu'il y avait la mosaïque que je vous ai montrée tout à l'heure de Jean-Baptiste Jupil. Donc voilà ce que nous voulions vous raconter. Je vous rappelle par ailleurs que ce que nous venons de vous raconter, mais beaucoup d'autres choses, vous pouvez les retrouver dans des livres. Nous avons écrit plusieurs livres sur Pasteur et les sciences pasteuriennes, mais il y en a 2 que nous avons écrits cette année à l'occasion du bicentenaire. Pasteur, l'homme et le savant, que vous voyez sur votre droite, c'est une série d'une 50aine de chapitres très courts qui vont à l'essentiel, avec beaucoup d'illustrations, et on peut lire les chapitres dans l'ordre qu'on veut. Et l'autre, Pasteur à la plage, c'est une sorte de vulgarisation de la microbiologie moderne, mais qui montre en même temps tout ce que la microbiologie doit à l'œuvre de Pasteur. Voilà, je vous remercie et nous serons heureux de répondre à des questions si vous en avez. Voilà, merci à vous deux. Donc, comme on vient de vous le dire, si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas. Je passe avec le micro. Vous levez la main lorsqu'il y a une réponse en cours, comme ça je sais où aller. Voilà, qui se lance éventuellement pour une intervention? Seulement sur Pasteur et l'Alsace, si vous avez des questions concernant Pasteur en général, voilà, n'hésitez pas. Nous devrions peut-être pouvoir y répondre. Nous avons des spécialistes. Alors, je vais aller par là. Une question plus générale. Quel a été le rôle de Pasteur pour la dissémination autour du monde avec la création des instituts Pasteur? Très vite, lorsque l'Institut Pasteur a été inauguré, lorsque Pasteur a fait la demande de la création de l'Institut Pasteur, il a dit un Institut Pasteur à Paris, ça ne pourra pas suffire, il faudra qu'il y en ait aussi dans le reste du monde parce qu'on ne peut pas envoyer les gens mordus depuis le bout du monde pour venir se faire vacciner à Paris. Au début, il y en a qui sont venus de très loin, il y en a qui sont venus d'Amérique, de Russie, etc. Et de fait, donc il a encouragé certains de ses élèves à aller créer des instituts. Et le premier, ça a été Albert Calmette, qui était un médecin de la marine à l'époque, et qui est allé créer ce qui a été le premier institut du réseau à Saïgon, qui est aujourd'hui Ho Chi Minh Ville. Il y a aussi son neveu, Adrien Loire, sur lequel nous avons écrit un livre l'année dernière, qui est très très peu connu, mais son histoire est très intéressante, romanesque, etc., et qui avait déjà créé un peu plus tôt un Institut Pasteur en Australie, qui n'a pas survécu très longtemps. Il en a aussi créé un au Zimbabwe, et puis il en a créé un à Tunis, qui existe toujours. Il a contribué, Adrien Loire aussi, à la création de l'Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg, qui existe toujours. Bon, malheureusement, pour l'instant, les liens sont un peu rompus, mais on espère que ça pourra revenir un jour. Donc il y a comme ça plusieurs élèves qui ont créé les premiers instituts Pasteur dans le monde, et aujourd'hui, il y en a plus d'une trentaine qui sont répartis sur les 5 continents. Voilà, et on a une conférence de prévue sur les réseaux, c'est quelle date, Simon? Avec Anne-Marie Moulin, c'est ça? Le 17 novembre, si vous voulez en savoir encore plus. D'autres interventions, questions? Là, vous avez été très complet. Personne? Oui. Est-ce que Pasteur a eu... vous avez évoqué des conflits avec les collègues allemands. Est-ce qu'il a eu d'autres conflits avec des scientifiques français? Et si oui, lesquels? Alors des conflits, il en a eu énormément. À chacun de ses travaux, il y avait des opposants. Bon, l'allemand, c'est Robert Koch, et on a écrit tout un livre là-dessus, sur Louis Pasteur et Koch, un duel de géants dans le monde des microbes. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une projection hier d'un film qui était tiré de ce livre. Mais en France, il y en a eu beaucoup. Par exemple, le fait que des microbes
soit même responsable des fermentations, les gens n'y croyaient pas. Tout le travail qu'il a fait sur la génération spontanée, la majorité des gens pensaient que les microbes apparaissaient spontanément dans les milieux fermentescibles, enfin, dans le jus de viande, dans n'importe quoi. On voit qu'il y a des microbes qui poussent dedans et les gens pensaient que ça apparaissait spontanément. Et Pasteur a fait des expériences montrant que toutes les preuves, entre guillemets, qui étaient données de l'existence de génération spontanée étaient fausses et que toujours c'était une contamination qui venait de l'extérieur. Donc là, il y a eu des débats sans fin. Sur le rôle des microbes dans les maladies contagieuses, c'était pareil, les gens n'y croyaient pas, etc. Donc il y a eu sans arrêt des débats aux académies ou ailleurs où il avait énormément d'opposants. Donc il n'a pas cessé de se battre aussi bien avec les Français qu'avec les étrangers. Il y a une chose que je vous dirais à propos de la génération spontanée, où je disais que c'était une contamination de l'extérieur. En fait, c'est lui qui a montré qu'il y avait des microbes partout, qu'il y en avait dans l'air, dans l'eau, sur les objets, etc. Il n'est pas le premier à avoir vu des microbes. C'était un drapier hollandais qui les avait vus 200 ans plus tôt. Mais c'est lui qui a montré qu'il y en avait partout et qui jouait un rôle dans beaucoup de processus. Et moi, je compare souvent Pasteur à Christophe Colomb. Je considère qu'il a découvert un nouveau monde, le monde des microbes, dans lequel on vivait sans le savoir. Et c'est lui qui a montré que ce monde était tout autour de nous. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas souvent remarqué, mais qui est quand même extrêmement important. Voilà. Personne d'autre? N'ayez pas peur, hein. Ah, voilà. J'arrive à vous. Une question un peu provocante. Il me semble que Pasteur est aussi à l'origine de ce qu'on appelle la pasteurisation. La quoi? La pasteurisation, oui. La conservation voilà. Il a sauvé plus de vies comment? Avec la pasteurisation ou avec le vaccin contre la rage? Bon, la pasteurisation, d'abord, il faut savoir qu'elle a été inventée pour la conservation du vin. Parce que le vin ne se conservait pas. Il y avait ce qu'on appelait des maladies du vin. Il y en a une que tout le monde connaît, c'est que quand il vient du vinaigre, c'est pas particulièrement bien. Et Pasteur a compris que ces maladies du vin étaient dues à des mauvais microbes. Et donc, il a cherché une façon d'éliminer ces mauvais microbes. Et il a montré qu'un chauffage modéré, de l'ordre de 55 degrés pendant pas trop longtemps, ça détruisait ces mauvais microbes et le vin pouvait se conserver. Donc, l'idée générale de la pasteurisation, c'est pour conserver les aliments sous une forme comestible. Alors, c'est après que ça n'est plus beaucoup utilisé pour le vin, pratiquement plus du tout, mais comme vous le savez, c'est utilisé pour beaucoup d'autres choses, les produits laitiers en particulier. Et ça n'est finalement qu'au moment où on a fait les travaux sur la tuberculose et qu'on craignait d'avoir une transmission de la tuberculose bovine par le lait, que la pasteurisation a commencé à jouer un rôle pour la santé humaine, si vous voulez. Donc la pasteurisation, ça n'a pas été un élément majeur, disons, pour sauver des vies. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est que dès lors qu'on ait montré que les maladies contagieuses étaient dues à des microbes, ça a été le développement de l'hygiène. L'hygiène existait déjà plus ou moins, mais il n'y avait pas de base logique. Or là, quand on a compris que c'était les microbes qui donnaient les maladies, on a pris des mesures pour éviter d'être contaminé par ces microbes. Et ça, l'hygiène a joué un rôle très très important pour l'augmentation de l'espérance de vie. Et l'hygiène et les vaccins ont eu tous les deux beaucoup d'importance. Mais ce n'est pas la pasteurisation qui a joué un rôle majeur. Voilà. D'autres intervenants? Sinon, on va bientôt conclure. Allez. Attendez, non, parce que c'est enregistré les questions. Est-ce que Pasteur a bien dit ou écrit « Le vin est la plus saine et la plus naturelle des boissons » ou est-ce que c'est un mythe? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il l'a écrit, mais c'est un peu sorti de son contexte. Mais il avait même ajouté « pour peu qu'on en consomme modérément ». Voilà. Il faut voir que l'eau, à l'époque, était particulièrement dangereuse. N'oubliez pas que Pasteur a perdu 2 de ses filles de la typhoïde. La typhoïde était une des maladies
les plus répandues, les plus meurtrières, et c'était à cause de l'eau contaminée qu'on attrapait la typhoïde. Et on n'attrapait pas la typhoïde en buvant du vin. Et d'ailleurs, le père de Pasteur aussi encourageait Pasteur à venir goûter le vin de sa cave, le bon vin d'Arbois. Lui, il était un fervent partisan du vin. Il faut dire d'ailleurs que aussi bien lui que son neveu, Adrien Loire, dont on parle dans un autre livre, pour eux, boire du vin, boire de la bière, c'était en fait lutter contre l'alcoolisme. C'était éviter que les gens prennent des boissons beaucoup plus fortes qui sont beaucoup plus dangereuses. Et boire, en plus, le vin à l'époque, c'est pas comme maintenant où il atteint facilement 15 degrés, il n'atteignait pas 10 degrés en général à l'époque. Donc il n'était pas du tout aussi fort que maintenant. Donc on peut comprendre qu'il valait mieux boire du vin que d'aller boire de la goutte, de l'alcool de fruits ou du whisky éventuellement. Voilà, donc on va conclure. Juste une question à Annick Perrault. Brièvement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le musée Pasteur, en un résumé très court, actuellement, ça représente quoi? Rapidement, hein, juste pour... Alors, le musée Pasteur, qui est dans l'Institut Pasteur, c'est l'appartement dans lequel a vécu monsieur et madame Pasteur donc les 7 dernières années de la vie de Pasteur. Et enfin, madame Pasteur y est restée jusqu'à sa mort en 1910. Donc, il a été transformé dans les années 30-33 en musée. Donc, c'est vraiment l'appartement tel que Pasteur l'a connu. Donc, il y a toujours une grande émotion quand on rentre dans cet appartement. Il y a une salle aussi des souvenirs scientifiques qui retrace les travaux de Pasteur. Malheureusement, à l'heure actuelle, il va rentrer en travaux. Enfin, en tout cas, il va y avoir des travaux tout autour qui va empêcher malheureusement son accès pendant quelques temps. Hélas. On vous tiendra au courant quand il... On peut ajouter que malgré tout, pour ceux qui seraient vraiment frustrés, ils peuvent aller à Arbois et à Dole. À Arbois, c'était la maison où Pasteur passait tous ses étés, où il avait passé son enfance, ensuite il y allait tous les étés, où il faisait des travaux. Et dans cette maison-là, il y a même un laboratoire. Il a fait mettre un laboratoire à côté de sa chambre à coucher. Et c'est exactement comme c'était du temps de Pasteur. Et quelqu'un me le redisait tout à l'heure avant le début de la conférence. Quand on visite cette maison, on s'attend à ce que Pasteur ouvre la porte et arrive. C'est vraiment très, très, très émouvant. Alors il y a aussi un musée à Dole, mais ça il est plus artificiel. C'est sa maison natale dont il n'avait aucun souvenir et qui a été aménagée en musée. Mais c'est pas la même chose. C'est effectivement un musée Pasteur, mais on n'a pas l'émotion qu'on a, disons, quand on visite la maison à Arbois ou à Paris, dans son appartement qu'il a eu à la fin de sa vie, où malheureusement pour l'instant, on ne pourra pas le visiter avant 3 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Et en plus, si vous allez à Arbois, vous allez dans les vignes dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Merci de votre intervention. On vous rappelle que nos invités peuvent encore dédicacer des livres en vente là-haut par la maison Ehrengardt. Et si vous avez, on a encore un petit peu de temps avant de fermer l'amphi. Voilà, profitez-en. Et rendez-vous, non pas la semaine prochaine, je le rappelle, mais dans 2 semaines, avec Hervitis. Là, on va cuisiner un petit peu, mais en moléculaire. Vous verrez, c'est un peu spécial. Voilà, merci.